Bonjour Pi. Bonjour Midjan. Oui. Pi, est-ce que tu peux une fois me dire, pour les gens ici qui ne connaissent pas encore, qui est ce fou noir au pays des Blancs? Le fou noir au pays des Blancs, c'est votre serviteur Pi Chibanda. J'habite la Belgique depuis plus de 25 ans. Je viens du Congo, RD Congo, où j'ai travaillé dans la province du Katanga. J'étais à la GECAMINE comme psychologue d'entreprise. Et puis au moment où il y a eu des événements tristes là au Katanga, j'étais dans l'obligation de partir. Et je suis venu ici tout seul d'abord. Et le temps d'avoir l'autorisation d'habiter la Belgique, de réussir les regroupements familiales. Et puis mon épouse m'a rejoint avec mes 6 enfants. Et puis, ici en Belgique, vous avez fait tout un parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez m'en parler aussi? Vous savez, quand les gens viennent d'ailleurs, ils se posent toujours la question, on ne sait pas avoir du boulot et tout. Mais moi, en venant ici, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, j'amène quand même un bagage avec moi. C'est-à-dire, j'avais déjà 17 ans d'expérience professionnelle dans mon pays. Alors je me dis, mais quand j'arrive ici, ces 17 ans-là, est-ce que je peux le faire valoir? Est-ce que c'est perdu? Tout ce que j'avais comme bagage, est-ce que c'est vraiment perdu? Je me suis dit, il faut que je retrouve ma place. Et je suis de ceux qui pensent que pour avoir une place, ça passe aussi par qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors là, j'ai commencé à chercher du travail. Et partout où je passais, les gens me demandaient, ah, vous êtes psychologue, oui? D'ici ou de là-bas? J'ai dit, ah bon? Et j'ai vite compris que selon qu'on est d'ici ou de là-bas, on ne sera pas accueilli de la même façon. Et par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais voir un peu comment ça se passe ici. Alors j'ai pris de nouveau inscription à l'université de Louvain-la-Neuve, bien qu'ils aient reconnu mon diplôme, mais j'ai pris inscription dans une autre section, en sciences des familles et sexualité, et au bout de 2 ans, j'avais une autre licence d'ici. Comme ça, si vous me dites d'ici ou de là-bas, je peux vous répondre et de là-bas et d'ici. Mais mon premier poste de travail, ça a été coordinateur d'une école des devoirs. Mais pendant que je fais l'école des devoirs avec les enfants, j'écris des bouquins. Et le premier que j'écris en Belgique s'appelle Un fou noir au pays des Blancs. Et voilà que ce livre va avoir un succès que moi-même je n'imaginais pas. Et à partir de ce livre-là, il a fallu que je monte sur les planches pour raconter mon livre. Et là, le succès va être tel que je suis obligé de céder le poste de coordinateur de l'école des devoirs à quelqu'un d'autre. Parce que je venais de me faire moi-même un poste de travail avec mon spectacle. Vous avez créé votre propre travail? J'ai créé mon propre travail avec ce poste de travail et j'ai eu la chance d'aller au Festival d'Avignon. Et vous savez bien que quand on va au Festival d'Avignon, les programmateurs viennent du monde entier. Exact. Et ils m'ont vu. Et une fois que nous rentrons ici, c'est la Polynésie qui appelle, on vous invite. C'est la Nouvelle-Calédonie, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, c'est le Sénégal, c'est l'Écosse, c'est l'Allemagne, c'est le Luxembourg. J'ai fait tous ces pays-là. Ah oui. Il y a plusieurs éditions. C'est bien. Oui, c'est le même. Oui. Mais plusieurs éditions parce qu'il a eu un grand succès. Moi, j'écris ces livres-là. Bon, mais voilà qu'il y a de nouveau une coïncidence. Au Théâtre Varia, on organise une marche en faveur des sans-papiers. Et alors, les organisateurs se disent, mais tiens, et si à cette occasion-là, on invitait l'auteur d'Un fou noir au pays des Blancs? Comme ça, après la marche, il pourrait prendre la parole et dire quelque chose en faveur de la cause pour laquelle nous marchons. Oui. Mais comme c'était dans un théâtre, ils ont fait leur marche et je suis monté et j'ai parlé pendant 15 minutes. C'est alors que quelqu'un qui avait du flair, il s'appelle Olivier Blin, il vient me voir et il me dit, monsieur, non, c'était d'abord Sylvie du Théâtre Varia, il me dit, tu as vu ce que tu as provoqué comme réaction dans la salle? Tu dis des choses tristes, mais de manière qui est agréable. Et si on t'avait donné 1 heure? Je dis, j'aurais parlé pendant 1 heure. C'est vrai, oui. Alors, tu ne t'occupes de rien. Nous, on prépare, et toi, tu auras juste 1 heure. Et je suis arrivé au Théâtre Varia, la salle était pleine. 1 heure, la salle était dans l'euphorie. Et c'est parti comme ça. Est-ce que tu as des anecdotes pour dire qu'est-ce qui touchait les gens tellement que, oui, comme dit, pendant 1 heure, ils étaient à l'écoute? Ce qui a touché le plus les gens, c'est le choc culturel. Mais tout dépend de la manière dont on les raconte. Mais il faut rester sincère. Le choc culturel, c'est quoi? Vous vous imaginez, je descends à Zaventem. Chez moi, au moment où j'ai pris l'avion, c'était 40 degrés de température. J'arrive ici, moins 6 degrés. Ça, c'est déjà quelque chose. Et alors, je vois 2 files de gens.
Dans l'une, les gens sont respectés, ils sortent bien, mais dans l'autre, bousculade, contrôle des papiers. Mais moi, dans ma tête, étant ce que j'étais en Afrique, cadre d'une entreprise, père de famille, je suis allé du côté où il y avait des gens respectables. Et là, quelqu'un m'interpelle, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai fait la file pour sortir. Il dit non, allez de l'autre côté. Or, de l'autre côté, on s'est bousculé. J'ai dit, mais non, hein, vous savez comment on s'est bousculé là-bas? Lui, il me dit, monsieur, vous vous êtes regardé? Et là, je me regarde. Et pour la première fois, je découvre que je suis noir. Avant, je pensais que j'étais un homme, tout simplement. Voilà, ça choque. Première fois qu'on prend conscience qu'on est un homme de couleur. J'ai dit aux Européens, les Européens qui ont déjà voyagé, ils me disent, ah, puis qu'est-ce qu'on te comprend, nous aussi. Qu'on passe au Sénégal, on te regarde tout bab. Et je dis, voilà. Et là, je prends conscience. Donc voilà, ça choque. Deuxième choc, c'est quand on arrive dans les trains, toujours des Aventins vers la ville, je m'installe dans les trains et tout le monde s'installe, et en face de moi, il y a une dame. Il dit, bonjour madame. Et elle sursaute, elle dit, vous me connaissez? Je dis, tiens. Donc ici, pour dire bonjour à quelqu'un, il faut le connaître. Mais pour le connaître, je vais commencer par quoi? Tu vois, ça c'est des choses que les Européens, on dit, c'est voir comme dans un miroir. Ou alors, je regarde à travers la fenêtre pour découvrir la Belgique. Et là, je vois une scène qui m'interpelle, parce que je n'ai jamais vu cette scène en Afrique. C'est un homme ou une femme qui promène le chien. Mais le chien est devant et le chien traîne le maître. C'est quoi ça? Je n'ai jamais vu ça. Mais ça, je vais prendre conscience après que dans le budget d'un Européen, il y a tellement d'argent qui va au chien, au chat, que le chien est fort, il est devant, il tire la pauvre maîtresse. Mais chez nous, comme on n'a pas toujours mangé à sa faim, le chien, il est maigre comme son maître. Et on traîne son chien, c'est pas le chien qui va traîner le maître. Vous voyez, des choses comme ça semble banal, mais c'est aussi important. Ou alors, tu arrives chez quelqu'un pour chercher une maison à louer, et il dit non, mais pourquoi? Il dit, ben, moi, je ne loge pas les noirs. Tu dis, mais pourquoi, monsieur? Hein? Donc, il y en a qui sont offusqués tout de suite, tu es fâché, tu t'en vas. Mais moi, je suis déjà, ah bon, monsieur, est-ce que je peux savoir pourquoi? Oh, vous faites trop de bruit, vous ne savez jamais parler à voix basse, vous criez tout le temps. Ok? Ou alors il dit, et puis votre nourriture ne sent pas bon. Hein? Mais moi, quand quelqu'un me dit notre nourriture ne sent pas bon, je dis, ah, et votre fromage de herbe là, il sent bon? Et là, tu vois l'Européen qui se regarde. Alors dans la salle, je leur dis, qu'est-ce que vous êtes malins, vous les Européens. Quand c'est la nourriture de l'autre, ça sent mauvais. Mais quand c'est votre fromage qui sent mauvais, vous savez comment vous dites en Europe? Oh, il est fort, hein, ce fromage. Et quand il sent encore plus mauvais, vous savez comment vous dites? Ah, il a du caractère, hein, notre fromage. Tu vois, quand tu leur dis ça, ah, ils applaudissent, ils sont contents de se voir dans mon regard comme dans un miroir. C'est ça qui frappe les gens. Mais on aurait pu dire que ça, c'est quand je parle aux Belges, avec qui nous avons quand même une relation de parenté. Qu'on se le dise, hein, entre Congolais et Belges, il y a une relation de parenté quelque part. Mais le même succès, je l'ai en Suisse. Le même succès, je l'ai en Allemagne. Je l'ai au Canada, en Martinique, Guadeloupe. Mais tout ça parce que je sais aussi m'adapter. Je garde l'histoire comme la trame de l'histoire, mais les anecdotes que je vais habiller, là, je peux m'adapter au pays. Et c'est toujours ça, donc savoir repérer qu'est-ce qui va intéresser les gens. Et puis, ce qu'ils aiment aussi, c'est la manière dont je pars crescendo dans mon histoire. Il y a les chocs de l'arrivée, il y a la méfiance. Et petit à petit, comment moi j'ai réussi à avoir les gens, à les séduire et à me faire une place. Et à s'adapter aussi. La preuve, c'est que j'ai déjà 2 médailles en Belgique. Hein. Je suis citoyen d'honneur de Brabant-Wallon et je suis officier de l'ordre de Léopold. Mais quand on me donne ces médailles, je dois faire un discours. Mais j'ai dit, j'aurais bien voulu voir les gendarmes qui, à l'aéroport, quand je suis venu, m'a demandé qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, j'aurais bien voulu qu'il soit là pour voir que maintenant je deviens officier de l'ordre de Léopold. C'est tout un chemin. Mais ces chemins-là, j'aime bien les raconter même à mes compatriotes, même aux gens qui viennent d'ailleurs, pour qu'ils comprennent que quand on arrive dans un pays, on ne va pas vous servir tout sur un plateau d'argent. Il y a les efforts à faire de 2 côtés. Nous demandons aux gens d'ici d'avoir un grand cœur et de nous ouvrir, mais nous aussi, nous devons faire un effort pour aller vers les gens. Quand on vient dans un pays étranger, on enlève un peu de soi et on s'ouvre un peu à l'autre. On enlève tout ce qu'on avait à 100% là, on laisse la place à l'autre culture aussi. Mais si vous êtes tellement plein de vous, au point de ne pas être en mesure de supporter la moindre chose qui viendrait de l'extérieur, là, vous êtes plus à l'aise chez vous et non pas ailleurs. Hein. Oui. Tu vois, vous savez, il y a des gens qui me disent, mais
Pourquoi est-ce que c'est facile pour eux et c'est pas facile pour les autres? C'est peut-être là que la psychologie peut aider parce que je demande aux gens de faire une observation toute simple. Vous allez dans la rue, vous voulez savoir quelle heure il fait, mais vous n'avez pas de montre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, je vais demander à quelqu'un qui passe. Mais vous regardez quelqu'un qui passe, vous dites, celui-là, non, vous le laissez passer. Un deuxième, vous le laissez passer. Un troisième, mademoiselle, je peux savoir quelle heure vous avez? Et la personne vous répond avec un sourire. Maintenant, si j'ai assisté à la scène, je vais vous demander pourquoi vous avez laissé le premier? Pourquoi vous avez laissé le deuxième? Pourquoi vous n'avez demandé qu'à celui-là? Et vous allez me répondre, oui, mais j'ai bien vu sur le visage que celle-ci, elle va bien me répondre, tandis que l'autre, il avait l'air tellement que... Vous voyez donc, savoir repérer. Quand est-ce qu'on contacte les gens? Sur quel ton il faut leur parler? Et savoir laisser passer. Je ne suis pas un dérangeur, hein, mais je suis quelqu'un qui... Imagine que j'arrive à un arrêt de bus. Et je trouve quelqu'un qui attend, et puis moi j'attends aussi. Mais je veux me mettre là, l'air indifférent. Quitte à dire après, oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui? Mais je le dis de manière telle que celui qui est à côté de moi entende. Et parfois vous entendez, ah oui, alors le froid aujourd'hui. Et là je dis, mais chez nous, il fait chaud. Hein. Avant, vous venez de quel pays? Et voilà, la conversation est partie. Mais je ne viendrai pas ici, monsieur, vous avez quelle heure? Non, 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 non. Ou bien, il fait froid aujourd'hui? Non, 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 non. Je me mettais de côté, comme si je me parlais à moi-même. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui? Ou alors, je me mets là, ça fait longtemps que vous attendez, monsieur? Non, non, ça fait pas longtemps. Et puis après, je dis, bah, de toute façon, nous n'avons pas à nous plaindre, hein, parce qu'au moins ici, on sait que le bus viendra. Mais dans les autres pays, on n'est pas sûr qu'il viendra. Ah bon, vous venez de quel pays? Et voilà, la conversation est lancée. Et savoir ouvrir. Oui, oui. Vous êtes aussi sexologue. Je suis dans une coutume, parfois, on dit, pour certains, c'est un sujet parfois difficile. Ça. Sexologue africain en Europe, c'est amusant aussi. C'est amusant, pourquoi? Parce que... Mais mon point de vue que je donne, surtout en matière de sexualité, c'est les différences culturelles. C'est-à-dire, nous avons des choses qui se passent en Afrique qui ne se passent pas ici. Alors, à ce moment-là, quand j'arrive ici, j'aime bien expliquer ça aux Européens, pour qu'ils ne les prennent pas mal si moi je les disais, qu'ils disent, ah, c'est comme ça chez eux. Mais ils peuvent me dire aussi, mais t'es plus chez toi, puis maintenant tu es ici, tu fais comme chez nous. Je dis, oui, mais d'accord, nous devons d'abord échanger et nous allons voir. Je donne quelques exemples. J'ai grandi, moi, dans une société où, à la jeune fille, en face, on a dit, quand un garçon vient vous demander la main ou bien il essaie de voir quelque chose avec vous, n'acceptez jamais facilement. Donc la fille, dans ma culture, on l'a éduquée à dire non. C'était à nous les garçons de savoir, mais est-ce que c'est non, c'est un non, non, ou est-ce que c'est un non, oui? C'est quand elle va mettre un peu d'agression. Non, je t'ai dit, là tu sens, oui, d'accord, d'accord. Mais quand, oh non, là tu dis, oh là là, ça c'est un non qui veut dire, mais insiste quand même un peu, moi je ne vais pas te céder comme ça. Mais vous voyez, quand on a été éduqué comme ça, ici, on risque gros. Hein. C'est ce qu'on appelle harcèlement. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Donc, je dis parfois quand je fais des conférences on a attention, on est en Europe. Hein. Mais attendez, mais en Europe, pourquoi est-ce qu'on va considérer que c'était un harcèlement? On va vous dire, mais si elle est d'accord, elle va dire, je suis d'accord. Elle n'est pas d'accord, elle n'insiste pas. Mais nous, dans notre culture, insister, ça veut dire, je t'aime beaucoup, là. Tu vois, j'insiste, j'insiste. Et elle peut aimer, mais sa mère lui a dit, dis d'abord, non, non, il faut le cuisiner. Comme ça, plus tard, tu pourras lui dire, hé, il ne faut pas jouer avec moi. Tu te rappelles comment tu venais pleurer devant notre grille, hein? Tu vois? Voilà un exemple. Bon. Alors maintenant, même dans les conflits qu'on peut avoir dans le couple, tu peux voir, dans mes devoirs en tant que mec, je dois acheter des vêtements à ma fille, à ma femme. Je dois lui acheter des vêtements, entre autres. Hein. Et ma femme sait que moi, je dois bien manger aussi. Tu vois? Alors à ce moment-là, ma femme peut être en colère. Et on dit, mais alors pourquoi tu es fâché? Il ne m'a pas acheté la nouvelle robe qui vient de sortir, les chaussures, je n'en ai pas, etc. Là, même mon frère à moi peut dire, ah, tu veux les chaussures? Mon frère va lui acheter des chaussures. Voici. Tu voulais une robe? Mon frère lui achète une robe. Voici. Le problème est résolu. Elle ne va pas dire, ah non, je voudrais que ce soit lui. Mon frère dira, mais lui, c'est moi, c'est mon frère. Donc, si moi je t'ai donné, c'était comme si lui. Mais vous voyez, ça, c'est la solidarité qui fait que nous sommes éduqués, nous, comme plus dans la structure sociale, pas individu, c'est plus la société. Alors si ma femme est en colère, elle dit je m'en vais, elle fait ses valises. Mais dans la même ville, j'ai un frère dans la même ville. Ma femme, au lieu d'aller chez elle, elle va chez mon frère. Elle n'est pas partie. Elle est restée en famille. Tu vois, ça c'est des choses
africaine. Il y a une telle évolution maintenant qui fait que on est en train de perdre certaines valeurs. Et moi, je considère que ces valeurs-là, nous, on peut encore rappeler aux gens d'ici. Valeurs de famille, valeurs de solidarité. Regarde avec le corona, la pandémie. Qu'est-ce qu'on n'a pas pleuré ici de voir la distanciation qui fait qu'on ne sait plus voir les proches mamie qui va peut-être mourir toute seule parce qu'on a dit qu'on ne peut pas la voir, qu'on ne peut pas la toucher, on va vous montrer les images, etc. Tout le monde s'est rendu compte de l'importance des relations. Or, les relations, nous, on en est encore là. Donc, quand j'arrive ici, j'essaie de les partager. Et pour toi, comment ça a été alors, à ce niveau-là? La pandémie, ça a été dur pour moi, mais je sais survivre. Je te signale que pour les artistes qui ont du succès, et c'est mon cas, je ne veux pas me vanter, mais avoir du succès, ça veut dire, tu arrives en début de l'année, mais le calendrier de toute l'année est déjà prêt. Tu vois? Tu sais que les théâtres, normalement, ils appellent parfois leurs abonnés en début de l'année pour dire voici le programme que nous avons prévu pour vous cette année. Mais quand ils montrent le programme déjà prévu pour l'année, ça veut dire que nous, les artistes, on est déjà programmés. Mais tu te rends compte que c'était au mois de mars, je reçois une lettre de mon producteur français. Le français qui me dit Monsieur Pichibanda, nous sommes au regret de vous annoncer que tous les spectacles qui étaient prévus pour le mois de avril, mai, juin, juillet sont supprimés à cause de la pandémie. Ok. Ça veut donc dire mars, rien. Avril, quand je dis rien, c'est-à-dire plus de ressources qui entrent, l'argent n'entre plus. Et on continue depuis mars jusqu'à maintenant, on va faire maintenant une année. Il n'y a pas d'argent qui entre. Bon. Ça, c'est la lettre de mon producteur qui m'annonce ça. En me disant que lui-même, c'était un Français, en me disant moi-même, je vais déjà m'inscrire au chômage en France, je ne sais pas comment les choses sont organisées en Belgique. Je dis ok. Bon. Alors à ce moment, j'ai dit, mais moi, je dois payer ma maison, je dois payer ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de me poser la question. Mais pendant que je me pose la question, je reçois une lettre de l'Allemagne, de Bonn, et un professeur allemand me dit, Monsieur Tchibandé, je vous écris, s'il vous plaît, au secours. Je dis, au secours, ça veut dire, il dit, non, ça ne va pas avec nos élèves. C'est ce qu'on est en train de constater avec les jeunes aujourd'hui. Hein. L'Allemand me dit, lui, au mois de mai, déjà, il dit, ça ne va pas, les élèves sont déprimés, et alors que toi, tu peux nous aider à remonter un peu la pente. Je dis, ah bon, comment vous savez que je peux vous aider? Alors que moi-même, j'ai envie de plonger parce que moi aussi, tous les marchés, non, je vous connais, j'ai vu vos spectacles, vous avez une manière de parler qui remonte le moral. Et voilà, on organise 6 enseignements sur le Zoom. Pichibanda avec les élèves de Bonn. Et je leur parle, et les élèves sont contents, ils me remercient. Mais attendez, après, je reçois une lettre. On m'a demandé de faire un spectacle à Saint-Michel sur la pandémie. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Eh bien, je suis allé dans le sens de, moi je souffre, mais on me demande de rester debout. J'ai des larmes, mais mes larmes sont invisibles au commun des mortels. Mais j'ai conclu de la manière suivante. J'ai fait la seule chose dont je suis capable. J'ai fait le pont. Et là, ça vous montre l'importance du métier de l'artiste. Alors quand j'entends dire que ça ne fait pas partie du métier essentiel, mais je suis étonné. Ce que je voudrais encore aussi te demander, c'est... on te retrouve vraiment sur scène, sur Zoom, et je voulais demander, on peut encore te retrouver sur d'autres plateformes que ça? Oui. Alors finalement, je viens de faire une télévision sur YouTube. Hein. Il suffit d'aller sur YouTube, Pichibanda TV, et là maintenant je m'exprime. Et alors pourquoi je m'exprime sur YouTube? Parce qu'il y a aussi un autre aspect de mon travail que je ne vous ai pas dit. Un jour, j'ai reçu de la France une demande pour intervenir sur une radio. Cette radio s'appelle Africa numéro 1. Et là, j'ai répondu aux questions des auditeurs. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Mais maintenant, ces questions que les auditeurs me posaient, c'est des questions qui reviennent. Et comme ces questions-là reviennent, j'ai décidé donc de les reprendre dans un bouquin. Je l'ai intitulé « Questions de vie, répondre ensemble ». Et puis alors, je reprends petit à petit ces questions-là sur YouTube. Sur YouTube, on peut suivre ça, c'est tous les jours ou 2 fois par semaine on peut suivre tous les jours, mais moi, j'essaie de poster un message nouveau. Chaque semaine, je mets un message nouveau. Mais si tu y vas, il y a déjà une 50aine
Même le spectacle Un fou noir au pays des Blancs, il est là-dessus. Hein. Il y a une cinquantaine de choses. Tu aimerais que les futures générations te retiennent? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de toi? Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que je suis quelqu'un qui met des ponts entre les peuples. Je suis quelqu'un qui aime mettre de la joie là où il y a un peu de tristesse, si je peux apporter quelque chose. Donc j'aimerais qu'une fois que je ne suis pas là, qu'on dise qu'il y avait quelqu'un ici. Grand merci pour cette interview. Merci beaucoup.